Nous nous retrouvons dans le cadre du traitement de ce questionnement de la classe de seconde de la partie sociologie, comment devenons-nous des acteurs sociaux. Lors de la précédente présentation vidéo, nous avons étudié les objectifs de ce programme de questionnement et d'apprentissage et nous avons amené la définition de la socialisation à travers divers exemples dans votre livre et à partir du document 1 de la page 1 du dossier que vous avez sous les yeux. Je vous propose de reprendre la définition académique du sociologue Guy Rocher, sociologue canadien, qui définit la socialisation comme le processus d'intériorisation tout au long de son existence des éléments socio-culturels du milieu auquel on appartient. Il y a beaucoup de choses dans cette définition. Processus, intériorisation, éléments socio-culturels du milieu auquel on appartient et toute sa vie. Moi, j'aimerais revenir sur une composante qui, dans la définition de Guy Rocher, apparaît sous le terme éléments socio-culturels du milieu auquel on appartient. Que sont alors ces éléments socio-culturels? Et nous allons nous pencher sur les contenus de ce processus de socialisation. Les éléments socio-culturels du milieu auquel on appartient peuvent être désignés comme les valeurs et les normes en sociologie, que vous allez retrouver à travers des exemples et un exercice dans le document numéro 3 de la page 69. Alors, valeurs et normes, c'est un vocabulaire que vous connaissez pour certains d'entre vous, que vous avez dans le langage courant, que vous avez déjà rencontré dans votre scolarité. Maintenant, en sociologie, ces termes de valeurs et de normes deviennent des notions et sont des notions essentielles dans ce traitement de la socialisation comme objet d'étude. On peut dire qu'une valeur, pour vous simplifier, quand vous regardez un petit peu le document 3 de votre livre à la page 69, la première colonne de ce schéma, dans les valeurs, on trouve les exemples de travail, on trouve les exemples de respect, d'écologie, de modestie, de générosité. Vous trouvez aussi dans le document numéro 3 des définitions. On vous dit les valeurs, comme le travail, le respect, l'écologie, sont des idéaux partagés par les membres d'un groupe qui guident les actions individuelles. Alors, pour essayer de se représenter un petit peu ce que cela peut signifier, on peut dire que les valeurs sont des grands principes qui fondent notre existence et la manière dont nous allons vivre. Par exemple, on pourrait dire, pour prendre une autre situation que celle que vous avez dans votre exercice, la liberté. Les libertés, c'est un idéal. C'est finalement un principe vers lequel on tend. Il est tellement un idéal qu'il est inscrit dans la Constitution. De même que l'égalité. Finalement, on peut dire que la marche des individus, leur conduite, leur vie, le sens que leur vie va prendre pour la majorité d'entre eux, c'est d'être libre, de rechercher cette liberté et de rechercher l'égalité entre les hommes. Vous pouvez donc dire que les valeurs, c'est un objectif pour vous. Le travail, c'est un idéal dans le sens où c'est ce que vous allez rechercher en allant à l'école. Le travail est une valeur qui est apprise à l'école, initiée à l'école. Et vous n'allez pas à l'école que pour avoir un travail. Vous allez à l'école parce que l'école est partie intégrante de l'apprentissage d'une valeur qu'est le travail. Vous devez rendre des exercices, vous devez participer en classe. Vous vous souvenez certainement de notre début d'année de seconde où nous avons évoqué quelques règles de classe et quelques valeurs sur lesquelles nous nous étions mis d'accord. Si les valeurs sont les idéaux vers lesquels on doit tendre, alors que représentent les normes? Eh bien, les normes, quand on les regarde dans votre livre et dans l'exercice du document 3 telles qu'elles sont données, telles qu'elles sont dans les exemples que vous avez, on trouve comme norme être à l'heure, ne pas se vanter, faire ses devoirs, aider un camarade pour un exercice, ne pas jeter un mégot par terre ou se déplacer à vélo. Eh bien, finalement, vous auriez raison de dire que les normes sont des règles, c'est-à-dire des conduites que nous avons à avoir en société. Par exemple, être à l'heure. Par exemple, ne pas se vanter. Par exemple, faire ses devoirs. Et si vous regardez le petit schéma tel qu'il figure dans le document 3, valeurs et normes correspondent. C'est un petit peu comme si la vie en société était comme un code de la route. Les valeurs, c'est la destination vers laquelle je vais aller.
Les normes, c'est la carte routière, c'est-à-dire l'itinéraire que je vais prendre, les règles que je vais devoir adopter, respecter un stop, respecter un feu rouge, ne pas dépasser une limitation de vitesse. Donc en gros, la vie en société, c'est aller vers des idéaux et avoir des règles vers lesquelles qui, en les utilisant, peuvent nous amener vers ces idéaux. Au fond, les normes, ces règles, on peut en distinguer deux catégories. Il y a des normes sociales et il y a des normes juridiques. Les normes, sont accompagnées de sanctions. Les normes sont des règles, c'est une sorte de prescription. Ça veut donc dire que si ces règles-là ne sont pas respectées, vous encourez des sanctions. Alors quand les normes sont sociales, c'est-à-dire quand c'est la société qui les impose, comme par exemple être à l'heure, comme par exemple ne pas se vanter ou faire ses devoirs, la sanction à laquelle vous allez vous exposer, c'est peut-être la punition de vos professeurs, la punition de vos parents, ou bien une réprimande. En revanche, quand il s'agit des normes juridiques, c'est des normes qui sont imposées dans un cadre légal par des institutions et qui vont donc revêtir un caractère prescriptif, qui vont avoir pour sanction une sanction juridique si vous ne les respectez pas. Ça veut donc dire que si je dépasse la limitation autorisée pour circuler sur cette route, j'enfreins le code de la route, et en enfreignant le code de la route qui est une règle écrite, effectivement, je m'expose à une sanction financière, je m'expose, pourquoi pas aussi, à la fin de mon permis de conduire et au retrait de mon véhicule. Disons donc que ces normes, quand elles sont sociales, ne sont pas écrites. On peut dire qu'elles sont non formelles. Rien ne dit, par exemple, qu'il faut dire bonjour. Ça n'est pas écrit. Ça appartient à une pratique sociale. Par contre, à l'école, ne pas faire ses devoirs, ça n'est peut-être pas écrit en tant que tel dans le règlement intérieur, mais on vous demande de travailler, de rendre vos productions. Et donc, effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est quelque part écrit dans ce règlement intérieur. Et ça vous soumet donc à des sanctions qui vont prendre une autre allure, l'avertissement, bien sûr, mais aussi les félicitations, les encouragements ou les compliments. Du coup, on se rend compte que les normes ont des contreparties qu'on appelle des sanctions, et que ces sanctions peuvent être positives, la récompense, ou au contraire négatives, la punition. Donc quand nous sommes socialisés, nous apprenons et nous intériorisons au final un ensemble de valeurs, des idéaux vers lesquels nous tendons, et des normes, c'est-à-dire les règles qui vont permettre de correspondre à ces idéaux, c'est-à-dire qui vont fixer nos conduites afin d'appliquer les valeurs du groupe. Donc, normes et valeurs correspondent, comme vous pouvez le voir dans l'exercice auquel vous pouvez vous livrer, du document 3 de la page 69. Au travail, par exemple, je vais associer faire ses devoirs. Au respect, je vais associer être à l'heure. À l'écologie, je peux associer ne pas jeter un mégot par terre ou se déplacer à vélo. À la modestie, je vais associer ne pas se vanter. Et à la générosité, je vais associer aider un camarade pour un exercice. Je peux donc dire que le processus de socialisation consiste à intérioriser, et c'est effectivement la définition que vous avez dans votre livre, page 69, intérioriser les normes et les valeurs du milieu auquel on appartient. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est ce processus de socialisation. Et là, on va apprendre qu'il peut être conscient ou qu'il peut être inconscient. Il peut être conscient quand on inculque, c'est-à-dire quand il y a une transmission explicite et contrainte par ceux qui vous socialisent, vos parents. Respecte tes professeurs, dis bonjour à la dame. C'est de l'ordre de la conscience. Vous allez avoir très vite conscience qu'il faut apprendre et intérioriser ces valeurs et ces normes qu'on est en train de vous expliciter et de contraindre à faire. Il peut y avoir aussi une incorporation des façons de faire et de penser par des pratiques, c'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas l'agent socialisateur qui, assorti de sanctions, vous transmet, mais en pratiquant, quand vous allez régulièrement au musée avec vos parents, quand vous faites du sport, quand on vous inscrit à du théâtre, à des pratiques culturelles, à des pratiques de divertissement, eh bien quelque part ces pratiques vous font aussi
incorporer des façons de faire, de penser et d'être. C'est à la fois de l'ordre du conscient et de l'inconscient. Et puis enfin, il y a l'imprégnation. L'imprégnation, c'est l'idée que, effectivement, petit à petit, très lentement, vous allez inconsciemment adopter les goûts. On rejoint ici peut-être l'idée du musée et des pratiques du sport et du hand et peut-être de la découverte du cinéma. Inconsciemment, on a des goûts cinématographiques qu'on modifie petit à petit par l'interaction avec les autres, c'est-à-dire avec vos camarades, avec les médias, avec les réseaux sociaux. On va peut-être inconsciemment, petit à petit, modifier nos goûts. Donc finalement, ce processus de socialisation, il peut passer par des règles, par des processus d'inculcation ou d'imprégnation qui deviennent aussi des processus conscients ou inconscients. Le conscient, c'est l'explicite, l'injonction, l'obligation. L'inconscient, c'est de l'ordre de l'implicite, plutôt l'imitation, plutôt l'inculcation, plutôt le recréer, plutôt l'imitation de l'adulte. Par exemple, le jeune homme, si on revient à nos images du début de chapitre dans notre livre, le jeune homme ou l'enfant qui se rase quand il est un garçon, la petite fille qui se maquille quand elle est en train de jouer. Donc effectivement, un processus d'apprentissage conscient et inconscient. Nous avons donc terminé sur la définition de ce processus et nous allons passer aux instances de socialisation dans une prochaine capsule. Je vous remercie de votre attention.